Notre studio de doublage vous présente ce soir une histoire que nous n'aurions jamais cru devoir raconter. Installez-vous, parce que ce qui suit va vous rester longtemps. J'avais 29 ans quand j'ai compris que toute ma vie, j'avais été le plan B. Pas la fille qu'on protège, pas celle qu'on chérit en premier, celle qu'on appelle quand il n'y a plus d'autre option, celle à qui on dit « tu es forte », comme si être forte était une raison suffisante pour tout lui prendre. Je m'appelle Camille Durand, et cette histoire commence un dimanche soir de septembre, dans la maison de mon enfance à Versailles, avec une odeur de gratin dauphinois qui flottait depuis la cuisine, et une phrase que je n'oublierai jamais de ma vie. Mon père a posé sa fourchette, pas brusquement, doucement, avec ce geste précis, presque théâtral, qui annonçait toujours quelque chose d'important. Ma mère tenait la main de ma sœur Lucie de l'autre côté de la table, et mon père a dit, d'une voix calme, presque tendre: « Nous avons décidé de transférer le fonds de ta grand-mère à ta sœur. Elle en a besoin maintenant. 4, 20, 15 000 euros. L'argent que ma grand-mère Marguerite avait mis de côté pendant 30 ans pour mes études de droit. » Je me souviens du silence qui a suivi. Je me souviens du bruit du réfrigérateur dans la cuisine. Je me souviens de mes propres mains, posées à plat sur la nappe blanche, absolument immobiles. Et je me souviens de ce que j'ai dit. Très bien. Juste ça. Très bien. Il s'attendait à des larmes, peut-être à une dispute. Ma mère avait ce regard préparé, ce regard qui dit « Je suis désolée, mais c'est comme ça ». Mon père regardait ses mains. Lucie, elle, regardait ailleurs, les yeux rouges, la bague de fiançailles absente de son doigt depuis au moins 3 semaines. Je l'avais remarqué en arrivant. J'avais déjà compris quelque chose. Ce qu'ils ne savaient pas, aucun d'entre eux, c'est que 5 semaines plus tôt, j'avais déjà transféré chaque centime de ce compte, légalement, proprement, et que j'avais changé tous les accès. Ce soir-là, j'ai monté les escaliers, j'ai fermé la porte de ma chambre d'enfance et j'ai attendu. À 21h12 exactement, mon téléphone a vibré. Tentative de connexion non autorisée. Appareil inconnu. Adresse IP locale. Le bureau de mon père au rez-de-chaussée à 10 mètres de moi. J'ai souri dans le noir. Mais revenons au début, parce que cette histoire ne commence pas ce soir-là. Elle commence bien avant. Elle commence quand j'avais 9 ans, assise sur la 3e marche de l'escalier, là où les voix portent depuis le salon, sans qu'on me voie. C'était l'hiver 2004. Lucie avait eu un accident de voiture. Elle avait 17 ans, elle regardait son téléphone au lieu de la route, et elle avait embouteillé le pare-choc d'une Peugeot garée rue du Marché. Rien de grave pour elle. Mais la voiture était bonne pour la casse, et l'assurance ne couvrait pas tout. J'entendais ma mère parler à voix basse. « Le compte de Camille », disait-elle. « On peut utiliser le compte de Camille. C'est pour les frais scolaires, en principe. Mais la voiture, c'est aussi pour aller à l'école. » Mon père hésitait. Et s'il y a un contrôle un jour? Il y a rarement. Et on remboursera avant qu'elle soit majeure. Je ne dormais pas ce soir-là. Je ne dormais pas et je n'ai pas pleuré non plus. J'avais 9 ans et je pensais à quelque chose de très simple. Quelque chose comme « Ah, c'est comme ça que ça fonctionne ». Le lendemain matin, Lucie avait eu ses crêpes préférées au petit déjeuner, avec du Nutella et des framboises fraîches. Moi, j'avais mangé mes céréales habituelles. Personne n'avait mentionné l'argent. Personne ne mentionnerait jamais l'argent. Ce n'est qu'en ouvrant les relevés de compte 18 ans plus tard que j'ai vu la ligne. Mars 2004. Retrait 6 200 euros. Motif: frais de transport scolaire, bénéficiaire désigné. Je n'avais jamais eu de cours particuliers cette année-là. Jamais de frais spéciaux. J'allais à l'école en vélo, à 8 minutes de chez nous. Mais j'anticipe. J'ai eu 16 ans dans une maison où les règles n'étaient jamais dites clairement, mais où tout le monde les connaissait par cœur. Ma sœur avait besoin de plus. Ma sœur était plus fragile. Ma sœur méritait l'effort supplémentaire parce qu'elle souffrait davantage, visiblement, audiblement, d'une façon que tout le monde pouvait voir. Moi, j'allais bien. Moi, je gérais. Moi, j'avais des notes. Alors moi, on s'en occupait moins.
À 16 ans, j'avais demandé des cours de préparation au bac, une formule intensive, 280 € pour 2 mois. Ma mère avait dit qu'on verrait. Lucie avait eu des cours de piano cette même année, 90 € par mois pendant 10 mois. Les cours de piano de Lucie, c'était une nécessité émotionnelle. Ma prépa bac, c'était un luxe. J'ai eu 19 au bac, sans cours particulier. Personne ne l'a fêté vraiment. Ma mère a dit que j'avais toujours été douée, comme si c'était une explication, comme si être douée signifiait ne pas avoir besoin. J'ai été admise à Sciences Po Paris l'année suivante, puis à la faculté de droit. Et ma grand-mère Marguerite, qui vivait à Lyon et qui avait tout vu de loin, avec ses yeux de femme qui a compris les gens bien avant qu'ils se comprennent eux-mêmes, m'avait écrit une lettre ce jour-là. Elle disait, dans cette lettre, quelque chose que je relis encore parfois. Elle disait « Camille, tu mérites de ne jamais avoir à choisir entre tes ambitions et ta survie. C'est pourquoi cet argent est pour toi, pas pour la famille, pas pour les urgences, pour toi. » Elle avait fait rédiger un acte notarié. 95 000 € placés dans un compte sous tutelle légale, transférable à ma majorité. Donation irrévocable, affectation exclusive aux études supérieures de Camille Durand. Signé devant notaire à Lyon, novembre 2002. J'avais 11 ans. Elle est morte 3 ans plus tard. Je n'ai pas eu le temps de lui dire tout ce que j'aurais voulu lui dire. Pendant des années, le compte existait, géré par mon père en tant que tuteur légal. Il me donnait les relevés annuels, les montants augmentaient doucement avec les intérêts, et je me disais que c'était solide, que c'était là, que c'était à moi. À 20 ans, quelques semaines avant ma majorité, ma mère m'a envoyé un message. Court, presque banal. Elle avait écrit « Cet argent appartient à la famille dans les moments difficiles. On s'entraide toujours. » Je l'avais relu 4 fois. Et puis j'avais compris. J'avais appelé maître Fontaine le lendemain, l'ancien notaire de ma grand-mère, retraité depuis 2 ans, mais qui avait gardé les archives. Il m'a reçu dans son bureau à Lyon, entre 2 rangées de classeurs beige et une plante verte qu'il n'arrosait visiblement pas assez. Il m'a lu l'acte. Lentement. Il a dit « Le mot utilisé est irrévocable. Cela signifie que ni vos parents, ni vous-même, ni personne ne peut modifier l'affectation de cette donation. À votre 20e anniversaire, la tutelle se dissout automatiquement. Vous êtes seul propriétaire. » J'ai demandé « Et si mon père essaie de faire un virement avant que je change les accès ?» Il a répondu « Ce serait un détournement de fonds. Pénal. Je suis rentrée à Paris ce soir-là dans le TGV de 19 h, avec un dossier bleu marine sur les genoux, la photocopie de l'acte de donation, le texte du code civil correspondant et un relevé de compte que j'avais demandé directement à la banque. Ce relevé m'a donné froid dans le dos. 2 retraits que je ne connaissais pas. Janvier 2011. 2800 €. Motif inscrit. Frais médicaux. Bénéficiaire Camille Durand. J'avais 15 ans cette année-là. Je n'avais eu aucun soin particulier. Mes lunettes, 140 € remboursés par la mutuelle. Rien d'autre. Août 2014, 5 000 €. Motif. Matériel pédagogique. Première année de droit. J'étais en première année de droit en 2014. Mes livres m'avaient dit coûter 260 €. Je les avais achetés d'occasion sur le Bon Coin. Il manquait 7 800 € dans le compte. Peut-être plus, je n'avais pas encore tout reconstitué, et les motifs inscrits étaient en des mensonges. Le lendemain de ce soir, dans le TGSMI, j'avais ouvert mon application bancaire et changé tous les accès. Nouveau mot de passe, 16 caractères, chiffres, lettres, symboles. Authentification à 2 facteurs sur mon seul téléphone. Adresse email de référence changée pour ma boîte universitaire. Et j'avais demandé à la banque de retirer officiellement mon père de tout droit de consultation. J'avais tout fait depuis le café en bas de mon appartement, rue de la Roquette, avec un café crème et un croissant, un mardi matin ordinaire de septembre. Et j'avais refermé mon ordinateur en pensant.
Maintenant, on verra. Le dimanche suivant, ma mère avait appelé pour m'inviter à dîner. Elle avait dit que Lucie serait là aussi et qu'il y avait quelque chose d'important à me dire. Elle avait une voix particulière, pas inquiète, préparée. J'avais mis le dossier bleu dans mon sac. J'avais roulé 2 heures depuis Paris sur l'autoroute, avec la radio coupée. Je n'avais pas envie de musique, je voulais le silence. Je voulais arriver avec les idées claires. Quand j'ai garé la voiture dans l'allée, à 16h30, les feuilles de l'érable du jardin étaient oranges. Elles craquaient sous mes chaussures, exactement comme quand j'avais 12 ans. La voiture de Lucie était là, mal garée comme d'habitude, sur un angle bizarre. J'ai regardé la maison une seconde avant d'entrer. Juste une seconde. Mon père n'était pas dans son fauteuil habituel. C'était le premier signe. Le dîner a commencé à 19h. Ma mère avait fait un gratin, le gratin de Lucie, pas le mien. Le mien, c'est la tarte à l'oignon. Personne n'a dit pourquoi c'était le gratin de Lucie. Personne n'avait besoin de le dire. À 20h10, mon père a posé sa fourchette, et là, il a parlé. Il a dit que Lucie était enceinte. 5 mois. Que son compagnon Théo avait perdu son emploi 3 semaines plus tôt. Que les économies du couple étaient nulles. Que le loyer n'était pas payé. Que les frais médicaux s'accumulaient. Et qu'ils avaient décidé, lui et ma mère, de transférer le fonds de ma grand-mère à Lucie pour lui permettre de traverser cette période. Il a dit décider, pas envisager, pas souhaiter, décider. Ma mère a ajouté très vite, la voix légèrement trop haute. Tu comprends, Camille, tu es déjà à la fac, tu as des prêts étudiants possibles, tu peux travailler à côté. Tu as toujours su te débrouiller. C'est ce que ça forge, les vraies difficultés, le caractère. Lucie pleurait, doucement. Elle a dit « Je suis désolée, Camille, vraiment ». Mais elle n'a pas dit « Je refuse ». J'ai regardé la nappe pendant 4 secondes. Puis j'ai regardé mon père. Puis ma mère. Puis Lucie. J'ai dit « Très bien ». Ma mère a eu un sourire soulagé. Elle a commencé à dire « Oh ma chérie, merci tu ». Je l'ai interrompue doucement. Je peux être excusée. J'ai un dossier à terminer pour demain. J'ai monté les 14 marches de l'escalier. Je les ai comptées, comme toujours depuis l'enfance. La 8e craque sur le côté gauche, comme toujours. J'ai fermé la porte de ma chambre. La poignée en laiton était encore un peu descellée. Depuis mes 12 ans, personne ne l'avait jamais réparée. Je me suis assise sur le lit. La couette bleu pétrole était froide. Mon ordinateur était ouvert sur le bureau. J'ai regardé mon téléphone. À 21h12, la première alerte est arrivée. Tentative de connexion, appareil non reconnu, réseau local Versailles. C'était le bureau de mon père. J'entendais le clavier en bas, des frappes régulières, puis plus rapides, puis un juron étouffé. Ma mère a demandé depuis la cuisine. « Bernard, qu'est-ce qui se passe ?» Il a répondu. « Le mot de passe ne fonctionne pas. » Une deuxième alerte. Deuxième tentative échouée. Il restait une tentative avant le blocage automatique. J'ai entendu la chaise racler le parquet, des pas vers l'escalier, puis la voix de ma mère, plus nette. « Bernard, attends. » Il est resté en bas. Troisième alerte. Compte bloqué pour 24 heures. Puis sa voix, à lui, différente cette fois. Froide. Elle a changé les accès. Silence de 10 secondes. Puis, Camille, descends. Je me suis levée. J'ai lissé mon pull. J'ai compté jusqu'à 10. Lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis j'ai ouvert la porte et j'ai descendu les 14 marches. Mon père était debout dans le salon, visage rouge, mâchoire serrée. Ma mère avait cet air qu'elle prend quand elle sent qu'une dispute va éclater et qu'elle voudrait l'arrêter sans avoir à prendre parti. Lucie était dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les bras croisés sur son ventre. Mon père a dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai répondu « Je ne comprends pas la question. Le compte, je ne peux pas y accéder. J'ai changé les identifiants le 17 septembre. C'est mon compte depuis que j'ai 20 ans, papa. La tutelle légale s'est dissoute automatiquement.
Tu peux vérifier dans l'acte notarié de grand-mère Marguerite si tu veux. Ma mère a dit « voix blanche ». Mais ce soir, tu as dit très bien. J'ai dit très bien à votre plan. Je n'ai jamais dit que je vous donnais accès à quelque chose qui m'appartient légalement. Mon père a fait un pas vers moi. Sa voix avait baissé d'un cran, ce qui est toujours plus inquiétant que quand il crie. Il a dit « Cet argent est pour la famille. Ta grand-mère voulait aider tout le monde. » J'ai sorti le dossier bleu de mon sac. Je l'avais posé dans le placard de l'entrée en arrivant. Je l'avais planifié. J'ai ouvert le dossier sur la table basse. La lettre de donation de novembre 2002. L'acte notarié, surligné en jaune à 2 endroits précis, irrévocable. Et affectation exclusive aux études supérieures de Camille Durand. J'ai dit « Grand-mère Marguerite a écrit ce qu'elle voulait. C'est écrit noir sur blanc. Elle voulait que cet argent serve mes études, pas les urgences familiales, pas le loyer de Lucie, mes études. Mon père a regardé les documents. Il a changé de couleur, 2 fois. Et là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas vraiment planifié. Je l'ai regardé dans les yeux. Et j'ai dit « Et pendant qu'on y est, j'ai les relevés complets depuis 2001, avec les retraits. Et les motifs que tu as inscrits. Janvier 2011, 2800 €, frais médicaux. Août 2014, 5000 €, matériel pédagogique. Je n'ai jamais vu cet argent, papa. Jamais. » Le silence qui a suivi était d'une qualité particulière. Pas le silence d'avant une dispute, le silence d'après une vérité. Lucie a dit « Papa ». Ma mère a porté la main à sa bouche. Et mon père, pour la première fois de ma vie, n'a pas trouvé quoi répondre. Je suis partie le soir même. J'avais prévu de dormir là-bas, mais j'avais aussi prévu de ne pas le faire. J'ai pris mon sac, j'ai dit bonne nuit d'une voix normale, et j'ai roulé 2 heures dans le noir. Vers Paris, autoroute déserte. Phare des camions de temps en temps. Radio toujours éteinte. À mi-chemin, sur une aire de repos, je me suis arrêtée. Je n'avais pas faim. Je n'avais pas soif. Je voulais juste rester immobile quelques minutes. La nuit était froide, le parking presque vide, un routier buvait un café derrière une vitre éclairée. J'ai pleuré un peu. Pas beaucoup, pas de la façon dont on s'y attend. Pas les larmes de quelqu'un qui souffre, plutôt les larmes de quelqu'un qui vient de poser quelque chose de très lourd. J'ai repris la route. Les semaines qui ont suivi, je les ai passées à Paris. La fac, la bibliothèque, mon studio de 22 mètres carrés rue de la Roquette avec la fenêtre qui donnait sur les toits. Je ne leur ai pas parlé. Ils n'ont pas appelé non plus au début. Et puis ma mère a envoyé un message. Juste, tu vas bien. J'ai répondu. Oui, c'était vrai. Je m'organisais. J'avais travaillé les étés précédents, gardienne d'enfants, assistante administrative dans un cabinet, quelques missions en intérim. J'avais de quoi vivre. Et maintenant j'avais l'argent de grand-mère Marguerite, intact, pour payer mes études comme elle l'avait voulu. J'ai utilisé chaque euro exactement comme elle l'aurait voulu. Frais d'inscription, logement, livres, une formation complémentaire en droit de la famille que je n'aurais pas pu me permettre autrement. Rien de superflu, tout de nécessaire. À la fin de ma 2e année de master, je faisais un stage dans un cabinet spécialisé dans les successions et les donations. Et un jour de novembre, une femme d'environ 25 ans est entrée dans le bureau. Elle s'appelait Inès. Elle tremblait légèrement. Elle avait des documents dans les mains, des copies de relevés bancaires, et elle a dit à la juriste qui me supervisait « Mes parents ont utilisé l'argent de ma grand-mère sans me le dire. Je crois qu'ils ont inscrit de faux motifs sur les virements. » J'ai levé les yeux de mon écran. La juriste lui a demandé quel montant. Inès a dit « presque 9000 € sur 5 ans ». La juriste a commencé à expliquer les démarches possibles. Moi, je regardais Inès, ses mains qui ne tremblaient plus tout à fait pareilles depuis qu'elle avait dit les mots à voix haute. Comme si les dire rendait la chose réelle, mais aussi, paradoxalement, moins lourde. Ce soir-là, j'ai décidé de ma spécialisation. J'ai passé le barreau 2 ans plus tard, reçu au premier essai. Ma mère m'a envoyé un message avec un cœur.
Mon père a écrit « Félicitations », 2 mots. Lucie a appelé, elle, vraiment appelé. On avait parlé 20 minutes. Elle m'avait dit que sa fille s'appelait Zoé, qu'elle marchait depuis peu et qu'elle était désolée. Vraiment désolée. J'avais dit « Je sais, je suis entrée dans un cabinet à Paris, droit des successions et protection des héritiers. Et depuis 3 ans, je défends des gens comme Inès, des gens à qui on a pris quelque chose en le justifiant par l'amour familial et l'urgence, des gens à qui on a dit « tu es forte, tu comprends, c'est pour la famille », comme si ça effaçait tout. Le dossier bleu est maintenant dans mon bureau. Encadré à côté, la lettre de grand-mère Marguerite, l'écriture penchée vers la droite, l'encre un peu passée sur certains mots. Tu mérites de ne jamais avoir à choisir entre tes ambitions et ta survie. Je l'ai relu il y a 2 mois, lors d'un rendez-vous avec un client. Un fils cette fois, 31 ans, qui me racontait comment ses parents avaient utilisé son héritage pour payer les dettes de son frère aîné. Il s'excusait à intervalles réguliers en parlant. Il disait « Je ne veux pas avoir l'air ingrat. Je l'aime, mon frère. » Je lui ai dit « Aimer quelqu'un et se protéger légalement ne sont pas des choses contradictoires. Votre grand-père vous a laissé cet argent. Ce n'est pas une ingratitude de vouloir qu'il serve ce pourquoi il a été prévu. » Il a pleuré un peu. J'ai attendu. Puis on a commencé le dossier. En décembre de l'année dernière, ma mère m'a appelée. Sa voix était différente, plus petite d'une façon que je ne lui connaissais pas. Elle avait vu un article sur mon cabinet dans un journal régional, quelque chose sur la protection des héritiers individuels face aux pressions familiales. Elle avait dit « C'est toi qui as écrit ça. C'est ça que tu fais. » J'ai dit « Oui. » Elle a été silencieuse longtemps, puis elle a dit « On peut se voir, toi et moi, juste nous deux. » On s'est retrouvés dans un salon de thé à Versailles, en janvier. Une table près de la fenêtre. Il neigeait légèrement sur les toits. Elle avait commandé avant moi un thé au jasmin, le mien. Elle se souvenait. Elle n'a pas cherché à justifier. Elle a dit « Je savais pour les retraits. Pas les montants précis, mais je savais. Et j'ai choisi de ne pas poser de questions parce que ça arrangeait tout le monde que tu ailles bien. Ça arrangeait tout le monde que tu n'aies pas besoin. » J'ai répondu « J'avais besoin. J'ai juste appris très tôt que demander ne servait à rien. » Elle a regardé sa tasse. Elle a dit « Je regrette. » Et j'ai eu une pensée étrange. Pas la colère que je m'attendais à ressentir. Plutôt quelque chose de doux et de triste à la fois. Comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée depuis longtemps. L'air n'est pas nécessairement agréable, mais au moins, il circule. On a bu notre thé. On a parlé d'autre chose. De Zoé, la fille de Lucie, qui a maintenant presque 4 ans et qui fait des dessins de chats partout. De l'appartement de ma mère, qui a besoin d'être repeint. De petites choses normales. En partant, elle m'a prise dans ses bras. Je ne me suis pas raidie, je n'ai pas reculé, mais je n'ai pas fermé les yeux non plus. Je suis rentrée à Paris en train. Par la fenêtre, les banlieues défilaient sous une fine couche de neige grise. Je pensais à grand-mère Marguerite. Je me demandais si elle avait su, en rédigeant cet acte notarié, ce qui risquait d'arriver. Si elle m'avait protégée par précaution ou par certitude. Je pense que c'était par certitude. Je pense qu'elle avait compris quelque chose que j'ai mis des années à formuler. Que les familles qui s'aiment vraiment n'ont pas besoin de prendre aux uns pour donner aux autres, et que l'amour qui se sert de ta gentillesse comme d'une ressource n'est pas tout à fait de l'amour. C'est quelque chose d'autre. Quelque chose qui lui ressemble, mais qui se comporte différemment quand on est dos au mur. Je ne sais pas si je pardonne. Ce n'est pas le bon mot de toute façon. Le pardon implique qu'on attend quelque chose. Je n'attends plus rien. J'ai arrêté d'attendre le jour où j'ai changé le mot de passe. Ce jour-là, j'ai juste décidé que mon avenir n'était pas une ressource collective. Parfois, je me dis que c'est triste. Parfois, je me dis que c'est tout simplement la vie. La plupart du temps, je me dis que grand-mère Marguerite avait raison. Et ça suffit. Quelques mois ont passé depuis le salon de thé. Je ne vois pas ma famille, souvent, mais je les vois.
Lucie m'a envoyé un dessin de Zoé la semaine dernière. Un chat orange avec 5 pattes. Elle avait écrit en bas de l'écriture d'une enfant de 4 ans. Pour Tati Camille. J'ai mis le dessin sur mon réfrigérateur. C'est la première chose que je vois le matin en faisant mon café. Je ne sais pas encore ce que tout ça signifie pour la suite. Ce qui a été cassé se répare rarement à l'identique. Ça reprend une autre forme, parfois moins belle, parfois différemment solide. Ce que je sais, c'est que le dossier bleu est là. La lettre est là. Et moi, je suis là aussi, entière, construite sur un fondement que personne n'a pu me prendre parce que j'avais appris à temps à le tenir.